Allez, bonsoir les amis. Dans 5 secondes, on commence. C'est pas. On attend 5 secondes parce qu'il faut que lancer le truc. Ah, attends, ne mettez plus le disque, c'est pour ça. Oui, on ne l'a pas ramené. Pas grave. Allez les amis. Attendez. Voilà, alors on va aujourd'hui continuer notre étude sur Baba Metia, sur Elé Metiot, et on va lire, on va commencer à cette fameuse, ce qu'on avait vu la semaine dernière, mais un peu rapidement, on va le refaire tranquillement, et on va prendre juste les quelques lignes avant la fin du DAF. D'accord? En bas de la page. Amarava. Est-ce que vous l'avez, vous avez ce mot-là? C'est juste vraiment les dernières lignes à la fin du Hamoud Bet. Vous l'avez? Hein? Amarav? Non, Amarava. Vous l'avez? On n'en était pas allé jusqu'en bas. On est au milieu. Ah oui. Hein? On est au milieu. Amarava. L'Echol Avedat Achicha. Vous l'avez? Ah, on saute, pardon, on saute. Non, on ne saute pas. Non, on revient en arrière. Ouais, en arrière, oui. La med à Moudbet. Voilà, c'est ça. Vous l'avez en bas? Il n'y a pas Amarava. Amar Yuda, Amarav, Aïd, Shosha, Yamin. Il n'y a pas Amarava. Amarava. La med à Moudbet. Non, attendez. Voilà, là, je me suis trompé. Alors, vous allez voir. C'est juste ici. Juste un peu en haut. Amarava, c'est 4-5 000 euros. Ah, C'est ça. On y va. Ok? C'est 5 lignes en haut. C'est dans le DAF, la Medalef. Celui-là, vous l'avez? Oui. D'accord. Amar Rava. Alors Rava, alors n'oublions pas que pendant tous ces mois-là, nous avons étudié un verset dans la Torah. Je ne dis même pas combien il y a de versets. Donc tout ça, c'est pour interpréter un verset de la Torah. Et on n'en a pas fini parce que dans la Torah, il est écrit que donc quelqu'un qui a trouvé un objet perdu, il doit le rendre. Et c'est écrit Vechen Taase, les Chamorot, les Chorot, etc. Et après écrit les Chol Avedat Achicha, à tout objet perdu de ton frère. Donc on rajoute Kol Avedat Achicha. Alors on sait très bien qu'après que la Torah nous a déjà énuméré les objets courants de la vie de l'époque pour que ce soit des objets perdus et qu'on doit les rendre à leur propriétaire, on ne comprend pas pourquoi la Torah, il y a une redondance, la Torah se répète pour nous dire, tu sais, tu feras ainsi les Chol Aveda, pour tout objet perdu de ton frère. Ben évidemment, on vient de le dire. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire, tous les objets perdus? On a déjà parlé de tout. On a parlé du Shor, du Chamor, du Sé, du Samla. On a déjà parlé de tous les objets. Que ce soit des objets qui sont inertes, ou soit des animaux, etc. On a déjà tout parlé. Qu'est-ce que la Torah, elle vient rajouter? Les Chol. Parce qu'en plus, on sait que dans la Torah, il n'y a pas un mot en plus. Et Kalva Homer a plus forte raison lorsque la Torah dit à tout. C'est quoi tout? Tout, on dirait, on n'a rien parlé jusqu'à maintenant. Ce qui nous manque, après avoir déjà dit, énuméré tous ces objets, ces animaux, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on vient rajouter encore dans le mot les kol. Kol avedat achicha. Qu'est-ce que ça vient de dire le mot tout? Tout objet perdu de ton frère. Quoi tout objet? Qu'est-ce qui reste? Alors c'est ça que Rava il a dit, tu sais qu'est-ce que va nous apprendre? Les rabotes, ça vient de quel mot rabot? Ça vient du mot beaucoup. Ça vient rajouter, ça vient ajouter. Ajouter, ça veut dire rajouter. Rajouter, c'est un peu plus, c'est beaucoup. On a déjà ça, on rajoute, ça en fait plus. Les rabotes, ça vient rajouter. Avedat karka. Parce que vous savez très bien, qu'est-ce qu'il y a comme dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'animal, il y a l'humain, d'accord, ça on ne se perd pas. Pas des êtres humains, mais disons, il y a l'animal, il y a le végétal, et puis il y a quoi? le minéral. Le mobilier, l'immobilier. Voilà. Le minéral. Le minéral. La terre. L'immobilier. Alors,
Dans la Torah, on a parlé de tout ce qui est animal, on a parlé de tout ce qui est des objets, c'est-à-dire qui sont métal tel. Et maintenant, il nous reste la dernière chose qui nous reste, la troisième et dernière chose qui nous reste, c'est de parler qu'est-ce qu'on fait lorsque quelqu'un va perdre un terrain. Il faut définir ce que c'est qu'une perte de terrain. Bravo, bravo. En tout cas, ça vient nous rajouter encore une dimension dans la Veda, c'est-à-dire que si tu vois ton camarade qui a perdu un terrain, tu dois lui rendre. Alors justement, la Gemara, elle va dire, mais qu'est-ce que ça perdre un terrain? Un terrain, ça ne se perd pas. On peut perdre un objet, on peut perdre un animal, on peut perdre toutes sortes de choses, mais un terrain, ça ne se perd pas. Ça ne se perd pas un terrain. Oui, on va voir tout de suite que oui, ça peut se perdre. Dans le cas général, non, mais des fois, ça peut se perdre. On va voir tout de suite c'est quoi. Mais en tout cas, vous avez bien compris l'intervention de Rava. Rava, il vient interpréter le verset. Quand la Torah, elle vient nous dire, tu sais, tu feras ça pour les choses, pour les animaux, pour les objets, etc. Et après, on dit l'école Aveda, ça veut dire, et même les objets qui sont de la terre, un terrain, tu dois faire la même chose. On n'a pas évoqué ça par exemple d'avant sur l'eau qui rentre sur le champ. Bravo, bravo. Exactement ce que la Gemara va dire. Très bien. Amar le Rabbi Hanina le Rava. Rabbi Hanina, il dit à Rava, Rava, t'es un pro. C'est super, parce que exactement on avait évoqué ça la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, nous avons appris. Voici la braïda que nous avons appris. Tanya, des Messayalar, il y a un Tana, il y a une braïda, il y a un enseignement d'un maître qui était des Tanaïm, parce que nous sommes maintenant à l'époque des Amoraïm, de l'époque de la Gemara, et on prend nos ressources dans les Tanaïm, des Messayalar. C'est quoi Messaya? C'est quoi? Ça vient du mot, quel mot ça vient du Messaya? Siyua. C'est un mot en hébreu, même moderne, qui veut dire l'aide. Le Siyata d'Ishmaïa. Le Siyata d'Ishmaïa. Siyata? Non, ça c'est l'araméen. C'est pareil, c'est Non, pas grave. Ah, l'hybride. mais Siyata, c'est un mot. Siyata, c'est un araméen. C'est la même chose, mais c'est. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, mais c'est en araméen, mais Siyua, c'est un mot en hébreu moderne. Ça veut dire, par exemple, on dit un Siyua refoui, par exemple, une aide médicale, une aide morale, une aide ceci. En hébreu moderne, on dit Siyua. Donc, des messaïa là, qui t'amènent, qui t'aident, qui te réconfortent, qui te confortent ta règle. Pourquoi? Parce que c'est écrit, regardez dans le cas, on avait vu donc ce cas-là, si quelqu'un, alors 2 points, ouvrez les guillemets, Ra'a Ma'im Shotfim Ubaim, si quelqu'un a vu un déferlement d'eau, ça veut dire qu'il y a une inondation, et que l'eau, eh bien voilà, à Belgrade, vous avez compris ce qui se passe à Belgrade? Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi on étudie ça maintenant? Est-ce que vous avez compris ou pas? Maintenant vous avez compris, parce que des fois on se dit, mais qu'est-ce que j'apprends maintenant des trucs qui débordent? Je ne comprends pas, ça c'est à l'époque, aujourd'hui ça n'existe plus. Ni Hachem, il veut nous montrer des problèmes toujours les mêmes. On n'arrive pas. On peut envoyer une fusée sur Mars, mais un peu d'eau, on ne sait pas régler. À Mars, tu sais y aller. Tu peux y aller là-bas. Mais quand il y a un petit peu d'eau, la rivière, elle sort de son cru, et en avant. Et les morts. C'est incroyable. Incroyable. De l'eau, c'est rien du tout. Bon, je comprends une bombe, c'est grave. Bombe atomique, c'est hyper grave. Mais de l'eau, c'est pas tellement grave de l'eau. Ben oui. Un tsunami, 200 000 morts. Un tsunami, le truc là-bas au Japon, là. C'est une catastrophe. Heureusement qu'on n'habite pas à côté du Japon. Mais même si on regarde le Japon, malheureusement en Israël, quand il y a eu les incendies, ils avaient dit on a une armée très forte et on n'est pas capable d'arrêter les incendies, il y a des gens qui étaient morts. Ah oui, là-bas, à Carmel, là-bas, Depuis, ils ont acheté des Canadair, mais il n'y avait pas d'avion. Ah, vous savez pas de Canadair, il y a 3 ou 4 Canadair dans tout le pays. On avait besoin de cette braïta. On n'a pas déjà dans la Torah, quand tu vois ton ami se fatiguer pour décharger, c'est un peu le même esprit, ça. Tu vois le chant de ton ami qui va te faire inonder, tu es obligé. C'est de la bienséance, quoi. On l'avait vu, on le voit à plusieurs reprises dans la Torah. On n'a pas besoin d'aller chercher dans des braïtas qui sont moins fortes que la Torah. Oui, c'est une très bonne question.
Mais la différence, c'est que chaque fois qu'on va plus loin, parce que n'oublions pas que aider son ami, tout le monde veut le faire. Mais si tu perds 1000 euros pour aider ton ami, tu vas le faire. C'est ça. Le problème, c'est qu'on a expliqué que la mitzvah de Shat Aveda, c'est pas quelque chose de... Bon, c'est sûr, tout le monde, quand il trouve un stylo, il le rend. C'est facile. Mais lorsque il faut que tu arrêtes tes activités et que tu prennes le soin de l'objet, de faire ceci. Alors c'est facile, quand il y a de l'eau qui arrive, je ferme le robinet, oui, c'est facile. Mais là, tu te mets en tenue, tu commences à prendre la pelle, tu commences à prendre, et commencer à construire un mur. Attendez, moi je suis pas fait, moi j'ai pas un CAP de maçon, moi je connais pas ça. Et oui, tu dois y aller, mets tes votes, et vas-y. C'est-à-dire, c'est vrai que dans les cas simples, c'est sûr que tout le monde a envie d'aider, mais quand ça commence à devenir complexe, non, c'est pas pour moi, ça, je laisse pour les autres. C'est ton problème, c'est pas mon problème. Ça veut dire, comme on l'avait dit la dernière fois, imaginez-vous que votre ami, il est parti en vacances. Mois d'août, il est parti en vacances. Et vous habitez, vous voyez maintenant qu'il y a une fuite d'eau dans son appartement. Mais vous savez qu'est-ce que vous devez faire? D'abord, vous devez casser la porte, après la réparer, après nettoyer, après enlever. Garder la maison. Et garder la maison. Mais moi, j'ai pas que ça à faire. Ben, alors, toi, tu ne vas pas en vacances, lui, c'est qui je là-bas en vacances, en train de se bronzer là-bas, et toi, tu dois être là en train de gérer la maison de l'autre. C'est pas évident. Oui, et donc, c'est pour ça que la Torah, elle vient nous dire, tu sais, quand il y a un terrain qui s'abîme, ça ne t'abîme pas. Bon, maximum, pendant un mois, il aura la galère, il aura de l'eau, il ne pourra pas tellement planter des choux là-bas. Ok, mais son terrain, il ne va pas se perdre. Donc ne le fais pas. Je comprends que le stylo, tu ne le ramasses pas, jamais il le retrouvera. Donc tu le rends. Mais un terrain, bon alors, pendant un mois, 2 mois, 3 mois, il sera indisponible. Mais il ne va pas s'abîmer. Alors je ne touche pas, moi, j'ai pas le temps de m'occuper, moi, son terrain. Son terrain, il ne va pas s'abîmer, il ne va pas partir, hein. Il ne va pas disparaître, le terrain, il reste toujours son terrain. Kamash Malan, que la Torah vient nous dire, non, mon cher ami, lorsque tu vois qu'il y a de l'eau qui arrive dans le terrain de ton camarade, qu'est-ce que tu dois faire? Regardez, il a les pieds dans la boue, et il est en train vraiment de gérer la totalité de tout ça, et qu'est-ce qu'il fait? Goder bifnem. Il fabrique comme ça une sorte de muret, une sorte de petit mur, pour empêcher l'eau de pénétrer. Ça ne marche pas? Il y a un point. Ah non. Et en même temps, tout à l'heure, on disait tout objet, donc ça aurait pu être pas le terrain. C'est ça. Tout objet, ça aurait exclu le terrain. Exactement, c'est pour ça que la Torah... Donc a priori, ce que dit Rava, c'est pas quelque chose que de lui-même, c'est quelque chose qu'on retrouve une trace. Parce qu'en fait, on a peur d'une perte financière. Bien sûr. Mais c'est pas un objet qu'il a perdu par rapport à l'objet financier. Parce que quand quelqu'un perd un objet, c'est pas qu'on veut récupérer la valeur financière de l'objet, on veut récupérer l'objet. Et là, dans notre cas-là, c'est pas un terrain qu'on veut récupérer, où on a peur de perdre une plus-value. Exactement. Oui, mais c'est une plus-value. Non, mais la saloperie nous apprendra. Si tu perds l'objet et que tu ne pourras jamais le retrouver, ça, c'est que dans la Torah qu'il faut le faire. Mais maintenant, si tu ne vas pas perdre l'objet, mais tu vas perdre une plus-value, ou tu vas perdre la possibilité après de le semer, ou bien tu vas perdre la possibilité d'en tirer profit, peut-être que je n'ai pas besoin de me casser la tête. C'est sûr que si c'était pour appuyer sur un bouton, ça ne me dérange pas, moi je le fais. Mais si tu dois maintenant passer 2 heures dans la boue en train de t'amuser à... Parce que le permis, il va perdre au pire une récolte. Voilà. C'est pas grave, c'est ça que Mais c'est ça la Torah. Mais c'est ça la Torah. Mais c'est-à-dire, sans la Torah, on n'a pas dit ça. Est-ce que sans la Torah, on dit non, c'est pas grave, moi j'ai pas besoin de me salir dans la boue pour qu'il gagne 100 euros. Ça m'intéresse pas, moi. Même s'il est milliardaire, tu dois le faire quand même. Voilà, c'est la chidouche. Même s'il est milliardaire, tu dois le faire. Toi, tu gagnes le SMIC, et pas le SMIC des Suisses, hein. Tu gagnes le SMIC, et malgré tout, tu dois faire. Alors que lui, il est multimillionnaire. Et pourquoi cette mitzvah-là est inclue dans la mitzvah de Shevat Aveda et c'est pas dans une autre mitzvah de ne pas faire perdre de l'argent à ton ami?
Ah, mais de ne pas faire perdre l'argent à son ami, c'est Ashavat Aveda. Il n'y a pas d'autre mise en œuvre. Shevet Aveda, ça veut dire pas faire. Shevet Aveda, retrouver le mot Ashavat Aveda, prendre un objet à ton ami. Oui, il n'y a pas d'autre mitzvah. Il n'y a pas d'autre mitzvah dans la Torah. De ne pas faire perdre l'argent à ton ami, ça n'existe pas. Ça. C'est pas écrit dans la Torah. Donc, Ashavat Aveda, ça inclut tous les pères qui sont directs ou indirects. De ton camarade, tu dois faire ça. Et d'ailleurs, c'est encore plus beau parce qu'après on verra. Donc on a parlé pour l'instant soit de l'animal, soit du végétal, soit de la chose inerte, le carca. Et après on dira même, ça va plus loin que même l'homme. Parce que l'homme des fois, il est perdu, il se perd. Comment non, il se perd? C'est pas qu'il s'est égaré dans le chemin que tu dois lui dire le chemin. Non. Par exemple, quelqu'un, il a fait une mauvaise affaire. Un aveugle. Non. Aveuglé par une situation. Par exemple, quelqu'un, il veut faire une bonne. Moi, je vais signer un contrat avec celui-là, c'est un super truc, je vais gagner X ou Y. Ouais. Et toi, tu sais que l'autre, c'est un truand. C'est un malfaiteur. Il va te rouler dans la farine, tu vas tout perdre. Tiens, une mitzvah, Ashavat Aveda. C'est pas l'ifné Non, l'ifné Meshol. Non, l'ifné Meshol, ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire un croche-pied. Tu n'as pas le droit. Mais là, c'est pas ça. Tu l'empêches de faire une mauvaise affaire. C'est pas que tu lui fais du mal. C'est que tu empêches que lui se fait du mal à lui-même. Lui se fait du mal. C'est vrai aussi, par exemple, quelqu'un, il est malade. Et toi, tu sais que ce médecin-là, il est mieux que l'autre. Ouais, celui-là, il est bon, je te dis, il connaît un truc. Ou bien, tu connais un médicament. Tu dis, voilà, prends ce truc-là, tu vas voir, moi j'ai déjà testé. Il y a tellement de choses dans la vie, mais tout ça, ça s'appelle Ashavat Aveda. C'est Ashavat Aveda. Parce que, comme la Gemara dit, Ashavat Aveda des Goufo, Adif. Le Kavar Omer, si tu dois lui rendre l'argent, Kavar Omer, tu dois lui rendre son corps. Que s'il est en train de perdre son corps, soit parce qu'à cause de mille et une raisons, tu dois aussi lui faire. En tout cas, c'est ce que, a priori, Rava ne nous apprend rien du tout, puisque l'enseignement de Rava, on le retrouve à travers cet enseignement. Sur ce, dit Rava, à Marley, il lui répond, non, mon cher ami, c'est pas une preuve. C'est pas une preuve formelle. Parce que de quoi on parle là-bas? On a vu que l'eau qui arrivait dans la rivière qui sort de son lit, elle est en train de se déferler en direction de son terrain. Et on nous dit, tu dois mettre un muret, tu dois empêcher que l'eau elle arrive. De quoi on parle là-bas? On parle que dans son champ à lui, il y avait déjà des gerbes de blé. Donc en réalité, ce qu'on perd ici, c'est pas le terrain. Le terrain, c'est pas grave. Pour un terrain, tu n'as pas besoin de te fatiguer. Tu laisses le terrain tel quel. De toute façon, le terrain, il ne s'abîme pas. Par contre, la récolte qu'il y a dans le terrain, celle-ci, si elle est inondée, tu la rattraperas jamais. C'est comme un stylo. Quand je perds un stylo, je ne le retrouverai jamais. Donc, il est perdu à plus jamais. Alors que le terrain, je le retrouverai. Mais les gerbes de blé de ce terrain, si maintenant il y a une inondation, donc je ne la retrouverai jamais. Vous comprenez? Donc ce que la Braïta, elle nous dit voilà, tu dois sauver la récolte de ton camarade s'il y a une inondation. Ce que Rava rajoute, pas seulement la récolte, même si le terrain il est nu, il est en friche, il n'y a rien du tout. Comme même tu dois le préserver et le sauver. Donc en réalité, la Braïta, elle a fait déjà un pas en avant, mais Rava, il en a fait 2 pas en avant. C'est pas pareil, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau 1 qui, je sauvegarde quoi? La récolte. Ça ressemble un petit peu à l'objet perdu, parce que la récolte, je ne pouvais pas la retrouver. Et il y a le niveau 2, c'est vrai que je ne perds rien parce que mon terrain, il reste sur le terrain, mais je vais perdre parce qu'il est inondé. Et sur ça, dit Rava, qu'a priori, la Torah, lorsqu'elle dit les chol avedat achicha, les kol, ça va nous dire, même s'il ne fait rien de rien, parce que le terrain, il restera toujours omniprésent, il sera toujours là, présent, on ne peut pas le délocaliser, malgré tout, tu dois le faire.
Pourquoi? Parce qu'il s'abîme avec l'eau? Oui, parce qu'il est impraticable. Mais Rav, tu peux pas. C'est un manque à gagner. Ouais, mais tu Parce peux qu'il pas peut faire pas- plus. il va sécher. Oui, mais un terrain qui est Mais tu peux inondé, pas faire plus que ça va, n'aurait fait le on propriétaire. ne pourra pas semer pendant cette récolte, pendant cette saison. D'accord. Par exemple, si le mois de septembre, il y a, c'est comme c'est connu dans par exemple les vignobles, s'il y a une inondation, c'est foutu, on ne peut pas rien faire avec. Mais si le propriétaire il le laissait en Friche. friche, il s'en foutait de son terrain. On n'est pas obligé de faire plus que ce que le Ah non, propriétaire. ça c'est sûr. D'accord, donc Ça, c'est sûr. voilà. Mais ça, c'est de dire que maintenant c'est le moment où il n'y avait rien, mais à cause du fait que maintenant il va y avoir une inondation, le terrain sera impraticable pendant 2-3 mois, le temps qu'il sèche, mais 2-3 mois ça va passer le moment de la semence. Et si tu rates ce moment-là, à l'époque on ne faisait pas comme aujourd'hui, on peut semer 2-3 fois par an. Il y avait un moment pour semer, si tu as raté ce moment-là, ben c'est fini, tu ne peux pas semer. La Gemara demande, écoutez bien, question-réponse. Mais je ne comprends pas. Si on parle ici, si la Braïta parle d'un cas, Idika Omarim, comme le Homer, Sfirata Homer. Omarim, c'est les Homer, au pluriel. Si on parle ici, là, on a dit, la Braïta parle d'un cas où on n'est pas en train de sauvegarder le terrain, on est en train de sauvegarder la récolte. Si de ça on parle, mais ça c'est évident, quelle différence y a-t-il entre un stylo ou bien des gerbes de blé? C'est la même chose. De la même manière que moi, juif, j'ai une mitzvah, quand je trouve un stylo, de rendre à mon propriétaire, eh bien, c'est exactement la même chose que lorsque il y a une inondation qui doit arriver, qui est en train de se déferler sur un endroit, et il y a des gerbes, et si l'eau arrive jusqu'aux gerbes, les gerbes de blé ils seront complètement noyés, ils seront abîmés, ça revient au même. Comme quand on avait l'objet au milieu du marché, que les gens ils vont piétiner, donc on a dit vite il faut le prendre. Ben oui, parce que donc ça revient au même. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence entre un stylo, chamoro, choro, etc., ou bien simlato, ou bien le homarim. Alors qu'est-ce que la Braïta vient nous rajouter? C'est évident, le homarim. C'est le homer ou bien n'importe quel truc, c'est la même chose. Réponse. Écoutez bien, c'est très intéressant ça. La tricha. Alors, il y a les Ashkenazim qui disent lo tricha. Les Sfaradim disent lo tricha. Tu entends cela, Jean-Paul, tu as connu cela? Hein? Ça peut se dire de deux manières. Ça change de sens alors. Non, c'est la même chose. C'est lo tricha seulement. Cette règle est nécessaire que dans le cas. Ou bien lo, c'est pas vrai ce que tu dis. Tricha, on a besoin de cette règle. Est-ce que tu mets point virgule ou bien tu le lis d'un coup? L'autre tricha, tu peux le lire de deux manières. Cette chose-là n'a été nécessaire que. Ou bien tu dis l'eau, c'est pas vrai ce que je dis. Tricha, on a quand même besoin de cette chose-là. Parce que ça a été dit dans ce cas-là. C'est quand même. C'est quand même, c'est bon, ça veut dire, est-ce qu'on dit l'eau tricha ou bien l'eau tricha? Alors les Ashkenazim ils disent l'eau tricha. Ça veut dire l'eau tricha. C'est comme ça que si vous allez dans les yeshivot Ashkenaz, c'est l'eau tricha. Les yeshivot Sfarad, c'est l'eau tricha. L'eau, point virgule, tricha. Ça revient au même, c'est la même explication. Hein. C'est comment, comme il n'y avait pas de point, il n'y avait pas de virgule, donc on peut lire de deux manières. En tout cas, la Gemara nous dit. Alors quel est le chidouche de la Braïta par rapport à Rava? Rava l'a compris. On parle d'un terrain qu'il n'y avait rien. Et malgré tout, tu dois le sauvegarder. Ça, c'est très bien. Maintenant, la Braïta, de quel cas elle parle? Elle parle qu'il y avait des gerbes. Elle était déjà, le blé, il était prêt à être récolté. Alors, la Gemara dit, si ça parle de ce cas-là, c'est fachout, c'est évident. C'est la même chose que tu payes un stylo, tu payes un portefeuille, tu payes 500 €, tu perds n'importe quoi, ben tu vas perdre tes gerbes. La Gemara dit qu'en réalité, dans les gerbes, il y a deux étapes. Il y a l'étape A et l'étape 2. L'étape A, c'est quoi? C'est les gerbes qui ne sont pas encore matures, qui ne sont pas encore véritablement prêts à la consommation, donc qui ont besoin du terrain. C'est-à-dire que comme les fruits, n'importe quel végétal, il y a un moment où il arrive à mature. Seulement, des fois, on ne le cueille pas immédiatement. On ne va pas faire la cueillette, vous avez des pommes, vous pouvez laisser, bien que les pommes sont déjà comestibles, vous pouvez les laisser encore 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, etc. Ils vont pouvoir, après un moment, ils s'abîment.
et ils tombent, ils s'abîment. Mais il y a un moment où le fruit, les gerbes, ils sont arrivés à mature, ils sont arrivés, mais ils restent encore sur le sol. Et d'ailleurs, c'est très important de savoir le moment adéquat d'aller faire la récolte, etc. Parce que des fois, il faut laisser un peu plus de soleil, un peu moins de soleil, etc. Et joue beaucoup. Aujourd'hui, par exemple, dans tout ce qui est agricole, alors, ils prennent les fruits une semaine avant qu'ils mûrissent. Parce qu'ils préfèrent les prendre avant qu'ils mûrissent que de les prendre après. Parce que tout le temps de les dispatcher dans le monde entier, donc ils calculent que c'est déjà comestible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 30 ans, vous mangez une pêche, c'est une pêche. Aujourd'hui, manger une pêche, ça n'a pas de goût, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce que c'est très simple, parce qu'ils ne laissent pas pousser. Donc eux, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font que la couleur elle est bonne, mais le goût moins, parce que l'essentiel les gens, quand tu vas dans un magasin, tu regardes la couleur, tu ne manges pas. Donc si la couleur elle est rouge, ça suffit, même si c'est pas encore assez au soleil. Et qu'est-ce que ça fait? Donc automatiquement, le fruit il peut se conserver plus longtemps. Donc il y a une possibilité de le vendre, etc. Donc on nous a ça pour nous dire qu'il y a deux étapes. Il y a la première étape, d'ailleurs c'est très intéressant, parce qu'on vient de finir, on est encore sous le coup de Pessah, et il y a une halakha qui nous dit la chose suivante. Ça c'est très important cette halakha, et pas tout le monde connaît cette halakha. Vous savez que comment on fait des matzot? Avec des graines de blé. Mais les graines de blé, où ils sont dans des gerbes. Maintenant le problème, c'est ces gerbes de blé qui sont attachées au sol. Et soudain, il y a un orage. Et la pluie va tomber sur ces gerbes de blé. Alors, la question qui a été posée au Rishonim, déjà le Rama, il parle de ça, si des gouttelettes de pluie vont tomber sur les graines de blé, est-ce qu'il ne va pas y avoir ici du Hametz? Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? Il faut très attention que le blé ne soit pas en contact avec de l'eau. Parce que le blé avec de l'eau, ça donne quoi? Ça donne du Hametz. Mais alors maintenant le problème, c'est que on a des graines de blé qui sont déjà matures, et il y a un orage. Qu'est-ce qu'on fait? Dit le Rama, c'est pas caché avec ça. Il faut faire moissonner. Il faut moissonner avant, même si elle sèche. Mais oui, mais l'eau elle est rentrée dedans, elle a rendu Khamet. C'était encore sur le pied. Voilà, c'est le truc. Même si c'est sur le pied, le fait que c'est déjà mature, il est mécabel, ça devient du Khamet. C'est de la paille, elle marche plus, ça n'attire plus la sève quand il est mûr, le blé. Il est sur une tige, mais la paille elle sert plus à rien. Bravo. Parce que bravo, donc ça marche bien, vous expliquez bien. C'est mûr. Bravo. C'est comme si c'était cueilli. Bravo, donc vous dites que ça marche bien alors. C'est pour ça que le Rama il dit que du fait qu'il n'y a plus de contact entre la terre et la graine, automatiquement on a une graine, vous prenez une graine, vous la mettez sur une bouteille, vous mettez une graine, il y a de la pluie qui tombe, et bien ça donne un Hametz. La paille elle est jaune, elle est plus verte. Elle est plus verte, elle devient jaune. Donc on a bien compris, c'est exactement ce qu'on parle ici. Donc on est en train de nous parler ici de deux étapes. On a la gerbe qui est déjà autonome, c'est-à-dire que les grains de blé ils sont déjà autonomes, ils n'ont plus besoin de terre. Et il y a la gerbe qui a encore besoin de puiser ses ressources dans la terre. Mais là ça change quoi? Il perd la récolte pareil. Il perd la récolte pareil, qui Non. soit complètement mûr ou qui manque un petit Non, alors, perdre la récolte lorsqu'elle est entièrement mûre, ça retourne au portefeuille. Parce que c'est déjà une récolte qui est déjà autonome. Donc, quelle différence y a-t-il entre perdre une récolte ou bien perdre un stylo ou bien perdre un portefeuille? Mais lorsque tu as maintenant des graines de blé qui ne sont pas encore matures, qui sont encore tout verts, qui sont immangeables, ils ont besoin encore du carca, ils ont encore besoin de la terre. Parce que pour l'instant, tu ne peux rien faire avec. Même si tu les cueilles comme ça, tu mets la poubelle. Tu ne peux pas faire du blé avec, tu ne peux pas faire de la farine, tu ne peux rien faire du tout, c'est pas encore comestible. Parce que vous savez, on apprend par exemple, on apprend aussi dans ma Masechet Brachot, dans la halachot de Brachot,
Quand on mange un fruit qui n'est pas encore mature, on ne peut pas vous référer. Pour exemple, prenez une pomme qui n'est pas encore mature. Vous la mangez, quel bracha il faut faire? Il faut faire Shiakol Nia Bigvaro. Pas beau référer à elle. Mais on le sait comme une fois qu'on l'a mangé. Non, des fois vous le voyez. Parce que je sais pas, des fois vous êtes dans la campagne et vous avez des pommiers comme ça, des petits pommiers comme ça, ils sont encore verts, petits, tout ça. Vous les prenez. Ceux-là, vous faites Shiakol. Dès que c'est une pomme, mais c'est une pomme pas mature. Une pomme pas mature, c'est pas Boré Péri Aetz. Parce que le Boré Péri Aetz, ou bien Boré Péri Adama, c'est seulement des fruits qui sont natures. Mais s'ils sont des fruits qui sont encore à l'état, on va dire, précoce, exactement, ça ne donne pas la bracha. Donc, on a bien compris. Ce que Rava. Donc, alors, il y a deux étapes dans les gerbes de blé. Les gerbes de blé qui sont matures, ceux-là, ils ressemblent à tous les objets perdus. Mais les gerbes de blé qui ne le sont pas matures, on ne fait même pas Boré Péri Adama, parce que celui qui prend une graine de blé, il fait Boré Péri Adama. Celui qui mange du blé. Ben oui, c'est pas mésonote. Mésonote, c'est bon si on fait la farine. Et si on prend des graines de blé, on fait Boré Péri Adama. C'est la bracha qu'on doit faire. Si vous mangez des graines de blé, par exemple. Sauf si vous prenez des graines de blé et vous les faites cuire. Alors, à ce moment-là, lorsque vous les faites cuire, qu'est-ce qui va se passer? Il y a de la sève, il y a ce qu'on appelle du gluten, il y a une sorte comme ça, je sais pas comment ça s'appelle en français, qui fait qu'après ça se colle. Prenez des graines de blé, oui. Vous faites cuire, comme on fait dans le tchoulint, là, dans la zafine. Hein? Ça fait une galette. Ouais, non, c'est quand même une sorte de... Ça s'appelle de l'amidon. Ah bah voilà, c'est ça le mot. C'est de l'amidon. À ce moment-là, on fait Boré Ménézonote. C'est comme un gâteau. Mais si vous prenez des graines de blé et vous les mangez, Boré Péri Adama. Mais c'est seulement dans le cas où ils sont matures. Mais si vous prenez des graines de blé qui ne sont pas matures, vous faites Shiakol. Donc en réalité, des graines de blé, ça dépend. Une fois Shiakol, une fois Adama, une fois Mésonote. La même chose. Shiakol lorsqu'il n'est pas mature. Pas mature Shiakol. Lorsqu'il est mature Adama, lorsque tu le fais cuire, il devient Mésonote. Le même grain de blé. La même graine. Ça veut être du pain aussi. Non, et le pain alors à moti. Le pain c'est à moti. Il peut faire 4 étapes. 4 étapes, ouais, il y a 4 étapes. Bon, celui-là il est spécial. Il faut qu'ils y connaissent drôlement le voisin, s'il n'est pas cultivateur, où il sait si le blé il est. Ouais. Il est vert. Ouais, il doit savoir ça. Et donc. Il est mature. C'est un jus des champs. Ouais. Ah, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on ne sait même pas c'est quoi l'agriculture, mais à l'époque tout le monde était agricole. Il n'y avait que ça. Toute la richesse était. Regardez quand Hachem il a partagé avec Israël, tout c'était d'avoir son terrain. On ne parlait pas d'avoir une entreprise, ou bien d'avoir un bureau, ou bien d'avoir ça, c'est pas ça. Tout le truc c'était. Donc on a bien compris. Donc ce qu'on dit c'est que la Braïta, elle amène le prix 12 sur le cas où il n'est pas mûr. Parce que dans Non. le cas où il était mûr, on connaissait déjà. Ça, au contraire, la Braïta elle part dans le cas que c'était déjà mûr. Il n'y a pas besoin d'une Braïta pour ça. Hein? On n'a pas besoin d'une Braïta pour ça. Puisqu'on a dit c'est le cas, c'est une perte comme tout. Voilà, ça c'est la question. Non, la question c'était comme tu dis. La réponse, tu dis la réponse ou la question? La réponse c'est que la Braïta, elle part dans les cas où c'était pas mûr. C'est ça. Et c'est ça le chidouche que vient dire la Braïta. D'accord? Parce qu'on aurait pu penser que si c'est pas mûr, c'était pas besoin de la sauver. Oui. C'est ça qu'on aurait pu penser. Oui, parce que c'est comme la terre. C'est pas un fruit. C'est pas un fruit. D'accord? Allez, on y va. La Gemara dit voilà, on voit dans les mots Ma'oud et Tema, j'aurais pu croire qu'Ivan des Trichelara du fait que ces graines de blé ont besoin de la terre, ils ont besoin du sol. Ils ne peuvent pas vivre sans être rattachés au sol. Qui bouffaient d'Ara, Damian, j'aurais pu croire qu'ils sont considérés comme le sol lui-même. Kamash Malan, c'est pour cela que la Braïta, elle va nous apprendre. C'est pas comme ça. Ça aussi, il faut le rendre. Bravo. Allez, maintenant, on continue. Mais là, je vous demande de bien entendre parce que c'est hyper facile.
Ça veut dire c'est vraiment, ce qu'on va voir maintenant, c'est le prototype de la Gemara. Celui qui connaissait, comprend la Gemara, il a tout compris. Parce que c'est mamash, c'est la sagesse juive. Vous allez voir comment on décortique un texte. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que celui qui arrive bien à comprendre ça, dans la vie, il comprendra beaucoup de choses dans sa vie. Parce que des fois, il y a des phrases qui sont perplexes. Et chaque fois que des fois vous faites un contrat, vous lisez un contrat, vous lisez un texte, vous lisez un article, vous lisez n'importe quel. Et il faut savoir interpréter, analyser et conclure. Et on va voir que dans ce texte-là qu'on va voir dans un instant, on va voir comment la Gemara elle va jouer, elle va jongler dans le diouk des mots. Et c'est trop fort ça, c'est trop fort. Et c'est ça ce qu'on appelle on regarde toujours dans les tzadikim, c'était toujours très, très précis dans la manière d'exposer un sujet. C'est pas à peu près, oui bon, ouais peut-être demain, je sais pas, je sais quoi. Non, bédio. Et de cette manière-là, ça nous donne nous-mêmes ça nous donne la possibilité d'être des hommes qui sont très droits, très justes. On ne fait pas de l'à peu près. C'est pas à peu près juste, à peu près pas juste. Comment on voit comment c'est très important de la parole, l'écrit, etc. En tout cas, allez, on y va. Dans notre Mishnah, je dis par cœur, dans notre Mishnah, il y a écrit que celui qui a trouvé une vache, d'accord, écoutez bien ce qu'il y a écrit, qui était en train de paître dans le chemin. Ben, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On a donné deux facteurs. Une vache, un animal qui est en train de paître, d'accord, qui broute dans un chemin. Un chemin, ça veut dire dans la rue. Lorsque ceci se présente devant nous, on considère que cet animal n'est pas perdu. Parce que tous les animaux, ils sont dans les champs, ils sont dans les chemins, ils se promènent, et ils sont en train de manger, en train de brouter, etc. Donc pour nous, cela n'est pas considéré comme étant un objet perdu. Parce que les gens ne peuvent pas mettre leur vache dans leur poche. Ça ne se met pas. Donc il élève dans le champ, et donc moi je vois une vache qui est en train de paître, je dis Boker Tov et Rev Tov et Shalom, pas à Israël, Shalom pour les vaches. D'accord? Maintenant, si on fait attention, on a parlé de deux choses. Paître dans les champs. Donc ça veut dire qu'il faut deux choses. Il y a localiser où elle est cette vache. Deuxième chose, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Donc on parle de deux dimensions. Première dimension, quelle est l'action qu'elle est en train de faire cette vache? Deuxième action, où cela se passe-t-il? Donc on nous dit deux paramètres. Si elle est dans un champ et si elle broute, ne te fais pas de soucis. Excusez-moi, mais il n'y a pas un en ligne, c'est le cours là que je suis en train de faire. J'ai vu rattraper que la semaine dernière, on parlait exactement de ça. Oui, c'était la Mishnah. Oui, mais Donc c'est la Mishnah. C'est la Mishnah. Et oui, et c'est juste en ligne, parce que j'avais déjà expliqué ça par cœur, oral. D'accord, donc je me suis trompé de cours. Alors j'ai voulu faire celui de la semaine dernière où j'étais pas là, je suis tombé sur celui-là. C'est la Mishnah. Vous l'avez déjà fait la semaine dernière? C'est la Mishnah. Pardon. La Mishnah. Bader, c'est le champ. Oui, c'est comme Bader, c'est le champ. Bader, c'est le champ. C'est pas Oui, le- ça veut dire parce que c'était pas les chemins comme aujourd'hui. Les chemins, ça veut dire dans les chemins des sentiers. C'est-à-dire que la vache, elle peut aussi paître dans le champ d'autrui. Non. Parce qu'elle va n'importe où. Là. Oui, non, mais il n'y a pas de Pas barrière. clôturé. Pas de clôture. Alors, regardez bien. Donc, a priori, dans la Récha, lorsqu'on lit l'énoncé là que vous voyez dans le carré là, l'énoncé qui est, d'accord, une vache broutant au bord du chemin. Donc, qu'est-ce que c'est? Elle broute au bord du chemin. Ça, c'est dans la Récha. Dans ce cas-là, c'est pas Yaveda. Maintenant, ça, c'était la Récha de la Mishnah. La Sefa de la Mishnah, Ro'im Baderer ou de l'Aveda. Mashma. Donc, maintenant, regardons maintenant, on va prendre maintenant, on va disséquer la Mishnah. Si maintenant, on n'a pas deux points positifs, on a un négatif, un positif. Ou bien un positif et un négatif. Quelle est la lacha?
je recommence. Dans la Mishnah, il y a écrit 2 points positifs. Tant s'il en manque un des deux, dans ce cas-là, on dit, oh, ça c'est grave. S'il en manque, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. S'il manque un des 2 points, on dit non, c'est qu'il a perdu. Donc on va dire, Roim baderer ou de la veda, aratsa baderer. Maintenant, si on le voit, il n'est pas en train de bouger, il est en train de courir dans les chemins, dans les champs. Tu vois qu'elle court, elle court, elle court. Ah, si elle court, ça veut dire qu'elle est perdue. Le fait qu'elle est en train de ne pas être naturellement en symbiose avec son endroit, mais elle court, donc ça veut dire qu'elle est perdue, elle est affolée, elle est en train de parler dans tous les sens. A priori, dans ce cas-là, ça s'appelle qu'elle est perdue. Ou bien maintenant un deuxième cas, au lieu de paître dans les champs, elle est en train de paître dans les vignes. Mais dans une vigne, on ne laisse pas. Une vigne, c'est pas l'endroit où des vignes, c'est pas l'endroit où il y a des vaches. C'est pas son endroit. Si je la vois maintenant, je vois une vache entre les vignes, je me dis, attends, il y a un problème là. C'est qu'elle s'est égarée complètement. Au lieu d'aller dans les champs, elle a quitté les lieux, elle s'est retrouvée dans des vignes, elle s'est perdue. Donc moi, en tant que bon juif, je veux dire, si je vois ce cas-là A ou le cas B, hop, je prends les 2 vaches et je les ramène à son propriétaire. A priori, c'est bon. C'est mistaber, ça marche bien. Ça, c'est si on fait attention à l'énoncé du début de la Mishnah. Maintenant, Ema Sefa, mais si tu regardes bien la fin de la Sefa, c'est-à-dire la fin de la Mishnah, on va voir que c'est contradictoire. Pourquoi? Parce que c'est écrit là-bas, il y a écrit Chamor Vekela Vafuchim, Vepara Ratsa Ben Akramim. On a dit que dans quel cas, moi, je dois rendre l'animal, c'est seulement s'il y a les 2 points négatifs. Premièrement, elle court, mais elle ne court pas n'importe où. Elle court entre les vignes. Alors, dit la Mishnah, c'est la chose du contraire. Parce que dans la Recha, il fallait 2 points positifs pour considérer que ce n'est pas un objet perdu, un animal perdu. Dans la Sefa, il faut les 2 négatifs pour considérer que l'animal est perdu. Donc ça contredit. Donc on va faire encore le diouk. Si on lit Ratsa ben Akramim. Ratsa, déjà, on voit qu'elle évolue d'une manière différente que d'habitude. Et deuxièmement, elle évolue où? Dans un endroit, elle n'a rien à faire là-bas. Donc si j'ai les 2 points négatifs, c'est qu'on va. Pour moi, qu'elle court. Et en plus, qu'est-ce qu'elle fait dans les vignes? On va. Alors, ça, je dois le rendre. Mais il faut qu'il y a 2 choses qui me fait tilt. Ou sinon, je ne le rends pas. Donc, dans la Recha, nous voyons que déjà avec un point négatif, il faut le rendre. Dans la Sefa, on nous dit qu'il faut les 2 points négatifs pour le rendre. Donc on a une contradiction entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah. Ça, c'est le prototype de la Gemara. C'est-à-dire que nous, on fait attention aux énoncés. L'énoncé d'un texte, pour nous, il est hyper important. Donc, si tu dis ça ici, moi, j'en déduis A et B. Mais si tu dis ça là-bas, j'en déduis le contraire. Donc, il y a une contradiction entre le début de l'énoncé et la fin de l'énoncé. Donc, on est obligé de trouver la solution à ce dilemme. La contradiction, elle est dans le cas où il n'y a qu'un des 2. Voilà, exactement. Mais par contre, selon la Recha, pour les 2 positifs, s'il y a un négatif, c'est Aveda. Et selon la Recha, s'il y a les 2 négatifs, Akabachomer. Aucun d'accord. Akabachomer. D'accord? Et maintenant, on va avoir 2 explications. À votre avis, de qui? Un de et un de Ben oui, on les connaît ceux-là. Toujours, ils sont toujours les camarades inséparables. C'est pas Dupont et Dupont, pas cela. C'est pas cela. Je parle de Avaye et Rava. Ma petite ben Kodesh Lechol, ben Ol Achosher, ben Israël, Amin. On a toujours ces deux grands maîtres qui sont inséparables, Abaye et Rava. Nous allons voir maintenant la première explication, celui de Abaye, et le second, celui de Rava. Dit Abaye. Ah non, d'abord, parce que moi je l'ai déjà expliqué oralement, mais dans les mots ça donne. Ratsa ben Akramim. Seulement si elle court entre les vignes, c'est considéré un objet perdu. Mais Ratsa baderer. Mais si elle court au bord du chemin, ou bien si elle broute entre les vignes, Enzaveda, non, ça contredit.
Ok. Alors sur ça, Amar Abaye, le premier Abaye, oui. Alors il dit Abaye, Yagid Alav Re'o. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a un verset dans Yov qui donne, qu'en réalité, le verset il parle complètement d'autre chose, mais on va faire on appelle dans la Gemara, on va prendre le même mot, parce qu'il y a plusieurs mots qui ont plusieurs, le même mot, ils ont plusieurs connotations. Non, pas Gerashava. Parce que, on va voir, parce que dans le passouk là, il est écrit dans Job, Yov, il est écrit il révèle sa présence par son tonnerre. Instrument de colère contre les présomptueux. On parle de Hachem. Hachem, comment il fait pour révéler sa présence? Le tonnerre. Quand il y a le tonnerre, on dit il y a quelque chose qui se passe. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Parce que quand on voit Hachem, tu vois Hachem, tu ne vois pas Hachem. Mais quand on voit le tonnerre, on dit je commence à avoir peur. Des vrais tonnerres. Ça a vraiment peur. Hein. On a raison de penser ça ou... C'est sûr qu'il y a une bracha vers ça. C'est Koko Boatom Aleolam. C'est la puissance d'Hachem. Ça veut dire, parce que Yagid Alav Reo, ça veut dire c'est les Rahamim. Les Rahamim, c'est les tonnerres. Mais en vérité, le mot Reo, ça peut être aussi son camarade. Donc ça peut être comme les man Achai Vereai, Adaberana Shalombar. Le mot Reo, ça peut être ou bien Rahamim, les tonnerres, mais ça peut être aussi son camarade. Le même mot, Resh, Aïn, Vav, ça peut s'expliquer comme étant le tonnerre, mais ça peut être aussi être son camarade. Peut-être qu'il a un camarade de tonnerre, c'est possible. Mais en tout cas, ça s'explique de deux manières. Donc là, on a pris la deuxième interprétation. C'est qu'Abaye dit que si la Gemara, on va utiliser, pas le tonnerre le révélara, mais son camarade va le révéler. Comment son camarade il va le révéler? C'est-à-dire que lui, il va nous donner une explication de la Mishnah. Parce qu'en réalité, la Mishnah, faites attention, la Mishnah, si on regarde bien la Mishnah, elle a fait en sorte, notre Mishnah, elle a dit des paraphrases. Et une paraphrase va compléter l'autre paraphrase. C'est son camarade. La Recha, c'est le copain de la Sefa. Ils ne sont pas antinomiques, il y a un trait d'union, ils sont complémentaires, ils s'épousent l'un avec l'autre. Donc en réalité, le début de la Mishnah, c'est pas deux enseignements que chacun dit autre chose. C'est qu'en réalité, ils sont complémentaires, comme ses amis. Comment tu révèles ton ami? Le texte en réalité, c'est révéler le tonnerre, mais on utilise cette paraphrase-là, ce verset-là, pour nous dire que des fois, le camarade, il peut dévoiler ce que toi tu penses. Des fois, toi tu ne peux pas le dire, mais ton camarade, il le dit. D'ailleurs, on raconte que le gars de Vilna, vous savez que le gars de Vilna, c'était... On ne peut même pas imaginer qui c'était, parce qu'on n'a même pas la possibilité de comprendre la grandeur de cet homme-là. En tout cas, lui, il a toujours demandé, lui, toute sa vie, il a dit tout seul. Il n'avait pas de chavruta, il ne faisait pas des shurim, il ne faisait rien du tout. Il étudiait tout seul, toute sa vie, il a étudié dans une pièce, sans sortir. Et tellement il n'a jamais voulu sortir de sa pièce, même, il ne voulait même pas voir la lumière du jour. Il fermait les fenêtres, comme ça, il étudiait comme ça. Parce que quand on voit le jour, il fait beau, il fait pas beau, il pleut, il pleut, il fait beau. Il ne veut même pas se déconcentrer une fraction de seconde. Et tellement il ne voulait pas étudier avec personne, même les anges venaient étudier avec lui, ils disaient, je ne veux pas étudier avec toi. Tu veux pas étudier avec les anges, je ne veux pas étudier avec les anges. Tu veux pas étudier avec les anges. Je viens étudier avec toi, tu ne veux pas étudier Ravuta avec un ange? Non, je ne veux pas. Je ne voulais pas étudier. Le gars de Vilna, il voulait étudier tout seul. Parce que si toi, tu m'apprends la Torah, l'ange, donc j'ai pas de mérite. Moi, je veux tout seul comprendre. Tout seul. Je ne veux pas que tu m'expliques. Je veux comprendre tout seul. En tout cas, donc voilà, c'est le gars de Vilna. Bon, mais ça nous dépasse. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire, mais par contre, la seule chose qu'il a demandé dans sa vie, c'est d'avoir un camarade. Et le camarade qu'il avait, tout le monde le connaît, c'est le Maguid Midouvna.
comment ça s'appelle ça en français le livre là, les paraboles ou les maximes, ça s'appelle maxime En parabole. Les paraboles du Maggid Medubna, on a un livre en français. Et qu'est-ce qu'il faisait ce rave là? Le gardien il dit, c'est quoi? Moi, je ne connais pas mes défauts. Parce que moi je pense que je suis le meilleur, le plus beau, le plus gentil, le plus beau, le plus riche. Moi je pense comme ça. Moi je pense pour moi. Mais toi, quand tu me vois, tu dis il est nul, vraiment il est nul, il ne connaît rien, il ne comprend rien. Il fait ensemble, bon, tout le monde dit qu'il est bien, mais je veux qu'on ait une chavruta. Mais la pas pour étudier, parce que je n'ai pas besoin de toi pour étudier, je fais tout mieux que toi. Mais je veux que tu fasses une chavruta avec moi pour me dire tous mes défauts. Je voudrais que tu me dises, voilà, premièrement, c'est pas sympa. Deuxièmement, tu n'es pas souriant. Troisièmement, tu es trop avare. Quatrièmement, je sais pas, dis-moi tous les défauts. Je veux que tu me dises tous mes défauts. C'est dur, ça, hein? Alors, je vous dis même pas le rave, parce que là, c'était un petit rave par rapport au Galvina, c'était, comme vous parlez d'un ange avec un petit bonhomme, c'est pas, je peux pas. Alors, la fin de l'histoire, c'est que le Maggid Medubna, il ne pouvait pas dire non. Parce que, on ne peut pas dire non. On peut pas dire non. S'il dit, je voudrais que tu me fasses ça, tu ne peux pas dire non. Si un rave te dit, fais-moi ça, tu vas dire non, je ne veux pas le faire, tu le fais, même si tu ne veux pas le faire. Il a dit, tu sais quoi, je vais te faire une parabole. Je vais te faire une parabole. Alors, il lui a dit, le fameux machal, que tout le monde connaît. Il y avait un jour un roi qui a décidé qu'il voudrait entendre un petit peu de tous ses ministres, qu'est-ce qu'ils pensent de lui. Alors le premier dit, mais monsieur le roi, vous êtes le roi soleil, vous êtes le roi deuxième, et vous êtes le roi lune, vous êtes le roi Mars, chacun il commence à dire des shvachim. Ah, il était content le roi. Et le troisième il dit, écoutez, vous avez un gros nez. Comme ça tu parles de moi? Allez, à la guillotine. À la guillotine. Tu peux parler comme ça de moi? Tu parles du roi comme ça? Même si tu as raison, tu dois aller à la guillotine. Alors, avant de mourir, il a dit, bon, ok, je vais mourir, mais il dit, mais comment tu as tout le monde n'écoute pas de parler comme ça? Tu peux parler comme ça du roi? Il a dit, mais je vais vous expliquer. Tous vos camarades, il a dit, tous les shvachim, il a dit, voilà, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Mais ce qu'ils ont dit, c'est que ça. Ils ont dit, voilà, vous êtes riche, vous êtes beau, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes cela. Donc ça veut dire, vous êtes riche, point à la ligne. Et tout le reste, nul. Moi, je dirais que les choses négatives, pour dire qu'il n'y a rien que ça qui n'est pas bien. Mais tout le reste, c'est super. Il a dit le machin. Alors il dit maintenant, moi, la seule chose négative que je peux dire sur vous, parce que maintenant il fallait trouver maintenant le point négatif. La seule chose que la négative que je peux dire sur vous, c'est que vous êtes le Gaon de Vilna, vous êtes comme le Rashba, mais pas comme le Ramban. Et c'est vrai. C'est vrai. Je n'ai pas la madriga du Rambam. Je n'ai pas la madriga du Nachmani. Je suis comme le Rabbi Shlomo Ben Aderet, mais pas comme le Rav Moshe Bar Nachman. Voilà. Mais tout le reste est ok. Bon, en tout ça, pour vous dire que des fois les camarades, ils sont plus amènes, ils peuvent plus nous aider que nous-mêmes. C'est pas une chabouta, des fois, on fait un faux pshat dans l'Agmara. On est sûr qu'on a raison, mais on s'est complètement égaré. Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Alors, écoutez bien. Il dit, Abaye, donc on va dire qu'en réalité, la Recha et la Sefa, elles sont complémentaires. Comment on va faire? Tana roe baderer delo ave aveda. On a dit qu'elle était en train de brouter au bord du chemin, dans les champs. Donc, ce qu'on a dit, c'est pas une aveda. Mais en réalité, lorsqu'on a dit brouter dans les champs, en réalité, qu'est-ce qu'on est en train d'entendre? Quel est le mot essentiel lorsqu'on dit brouter dans les champs? Brouter baderer. Est-ce que c'est le mot roé ou bien le mot derer? Quel est le plus important dans ces mots-là? Le plus important, c'est le roé. L'essentiel, c'est qu'on a mis l'accent sur l'action que fait la vache.
Maintenant, où elle est positionnée, on a pris un exemple. Parce qu'en général, les vaches, ils vont paître dans les champs. Ils vont pas paître dans les vignes. Mais si jamais s'il y avait une vigne à côté d'un champ et que la vache, elle est rentrée dans la vigne, ben, il ne se passe rien. Parce que la vache, elle ne connaît pas sens interdit, ligne droite, stop. Elle ne connaît pas, elle n'a pas 12 points, elle. Elle n'a pas 12 points. Donc elle est en train de manger ici. Soudain, elle dit, bon, il n'y a pas grand-chose à manger là-dedans. Il n'y a pas d'Adam Pro, il n'y a rien du tout. Elle est partie à côté. Elle a dit, là-bas, peut-être c'est plus vert. Hein? L'herbe est plus verte. Tant qu'elle est tranquille, elle n'est pas perdue. Bravo. Tant qu'elle est tranquille, elle va. Ah, dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Une vache, elle connaît pas, elle met dans les endroits. Est-ce que là-bas c'est bien, là-bas? Elle a vu qu'entre les vignes, il y avait de l'herbe. Elle a dit, je vais là-bas, je vais manger. Donc, en réalité, dire à Abaye, l'essentiel, c'est est-ce qu'elle broute ou elle broute pas? Si elle broute, c'est bon. Peu importe où elle broute. Ah, pourquoi on a dit dans les chemins? Parce que c'est normalement, on broute là-bas. Mais si maintenant il y a un petit lopin de terre avec des vignes à côté et la vache elle s'est égarée, elle a pénétré là-bas, ben, il ne se passe rien. Ça on a bien compris. Par contre, là c'est pas. Qu'est-ce qu'on dit? Elle courait. Donc en réalité, courir, le fait qu'une vache elle se démène, elle commence à courir dans tous les sens. Elle s'affole, donc on voit qu'elle est perdue, elle retrouve plus son troupeau, elle court à droite, elle court à gauche. Donc en réalité, on a voulu marquer Rata ben Akramim, Davaveda Douadin, Rata Baderer. Parce qu'en réalité, le fait de courir, quand on court, on va dans tous les sens. Tu rentres dans la vigne, tu rentres, tu sors, tu repars, tu reviens. Donc en réalité, l'essentiel, c'est pas l'endroit qui est important ici. L'essentiel, c'est est-ce qu'elle est calme ou elle est affolée. Lorsqu'elle est calme, peu importe l'endroit où elle se trouve. Et si elle est affolée, alors peu importe non plus l'endroit où elle est. Mais quand tu cours, tu sais plus où tu cours. Parce que quand quelqu'un il est affolé, il peut rentrer dans des labyrinthes, il se retrouve là-bas, des fois il se retrouve dans le kérem, des fois il se retrouve dans les champs, des fois il se retrouve plus ici, là. Donc on s'est focalisé plutôt sur l'action, plutôt que sur l'espace, l'endroit où cela est passé. Ça, c'est l'explication d'Abaye. Amarle Rava, mais Rava lui dit, mon cher ami, mon camarade, Abaye, je t'en prie. I yagid alavreo. Si c'est ça l'explication, litne kilta vekoshiken chamirta. Alors pourquoi la Mishnah, elle a dit qu'elle court si l'essentiel c'est courir, oui. Si l'essentiel c'est courir, ou bien tranquille, paître, courir, paître. Pourquoi on a dit courir dans la vigne? Mais on s'en fout, elle court. Si courir dans la vigne, mais pourquoi tu parles de vigne maintenant? Laisse tomber les vignes. Encore tu me dis qu'elle est en train de paître dans la vigne, j'ai compris. Mais pourquoi tu as besoin de me dire qu'elle court dans la vigne? Mais peu importe, et si elle court dans les champs, c'est aussi une novella. Pourquoi tu as pris comme exemple, comme étalon, tu dis, elle court dans la vigne? Laisse la vigne, elle court, laisse-la courir. Non, elle court, ne laisse pas courir, va la ramasser. Alors c'est ça qu'il dit, litne kilta, on devrait dire le cas qui est cool. Moi, d'où ça vient le mot cool? Ça vient de l'Agmara. Kilta, c'est cool. On devait dire le cas cool, c'est-à-dire courir dans les champs. Mais quand j'ai qu'elle, il y a plus forte raison, chamirta, quand c'est chamour, qu'elle court dans la vigne, qu'elle va commettre que tu dois lui rendre. D'accord? Litne rata baderer, on entend les mots. On aurait dû dire qu'elle court dans les champs, le bord des chemins. Mais kol sheken, il y a plus forte raison si elle court dans les vignes. Ou bien, l'itne roi ben akramim, qu'elle était en train de paître dans les vignes, et qu'elle va dans les kol sheken roi baderer. Pourquoi on n'a pas marqué comme ça? Donc Abaye, Rava, il dit, écoute, Abaye, moi j'accepte pas, parce que du fait que la Mishnah, elle a quand même utilisé des mots qui font tilt. Pourquoi on dit courir contre les vignes? Mais pourquoi tu me parles des vignes maintenant? On n'est pas dans les vignes. Une vache, elle n'est pas dans les vignes. Pourquoi tu me dis, elle est en train de courir dans les vignes? Courir, ça suffit. Brouter, ça suffit. Alors, le mot essentiel, brouter, courir. Pourquoi on dit dans les vignes, pas dans les vignes? Et là, Marava, c'est pour ça qu'on avait dit non, mais moi j'ai une autre explication. Je vais tout expliquer
pourquoi dans la Récha, on a dit comme ça, et dans la Sefa, on a dit le contraire. Et là, Marava, Ratsa, Aratsa, Lakashia. En réalité, ça dépend. Le fait de courir tel quel, c'est pas tellement grave. Ça dépend donc où tu cours, vers où tu cours. Parce que pour l'instant, on avait vu, nous, que l'essentiel, on avait pris deux paramètres. Premier paramètre, courir ou brouter. Deuxième paramètre, dans les champs ou bien dans les vignes. Maintenant, on dit non, le A, il y a petit a et petit b dans le A. Courir, ça dépend où tu cours. Parce que courir, tu peux faire un jogging, tu peux courir pour faire du sport. Mais quand tu es en train de courir, en direction de Gaza, il y a un problème. Où tu vas? Non, je fais mon jogging. Tout le matin, je fais 40 km. Non, mais tu sais où tu vas? Tu vois où tu vas là? Non, mais moi, je cours tous les matins. Mais là, tu te trompes de côté. Moi, tourne-toi vers 40 km, vers Tel Aviv. Pas vers Gaza. Tu as compris? C'est la même chose la vache. La vache, si elle court, c'est pas grave. Courir, elle a envie de faire un peu de sport, la vache. Non, mais même les vaches, elles courent. Vous avez vu, des vaches, elles courent. Ils sont pas si courts. Les vaches, c'est pas grave qu'ils courent. Mais ça dépend de quel côté elles courent. Si on voit qu'elle est en train de se perdre, elle est en train de courir vers le désert, ou bien au contraire, elle court vers son endroit habituel, vers l'enclos. Donc courir, en réalité, c'est pas en soi un paramètre suffisant pour savoir est-ce que l'animal, il est perdu ou pas perdu. Mais ça veut dire qu'une vigne est forcément côté désert ou côté ville? Attends, non, pour l'instant, on va voir, pour l'instant, non, pour l'instant, on va, très bien. Très bien, on va voir. Que ça suffit pas de dire que courir. Courir, on va voir tout de suite. On va voir. Alors, donc on a bien compris que courir, il y a deux manières de courir. Il y a courir quand tu vois que tu es perdu, ou bien courir vers ton endroit initial. On court chez soi à la maison, c'est pas perdu. Vers l'écurie, par exemple. Voilà, un cheval qui retourne vers son écurie, c'est bien. Mais tu vois un cheval qui est en train de partir dans le désert ou bien partir dans le décor, tu vois qu'il est perdu. Alors qu'à Baïe, il dit courir, c'est forcément perdu. Courir, c'est forcément perdu. Maintenant, roé à roé, nami au kasha. Ça dépend. Brouter et brouter. Il y a deux manières, l'animal aussi, il y a deux paramètres aussi, comment brouter. On a dit brouter, il ne se passe rien. Je broute, il ne se passe rien. L'okashia, kan be'avedat gufa, kan be'avedat karka. Parce que brouter, alors on dit, un animal qui broute, c'est très bien, parce qu'il fait ça 24 heures sur 24 pendant 365 jours par 365. Combien de temps ils vivent les vaches? 15 ans. Dizaine d'années. 10 ans, voilà, ils font que ça. Ils n'ont pas beaucoup d'activités, pas de télé, ils n'ont rien à faire. C'est pas qu'ils font toute la journée. Même pas de chiot, ils viennent même pas au chiot. Moi, elle regarde passer les trains. Hein? Elle regarde passer les trains. Moi, je dirais même plus que c'est les gens du train qui regardent les vaches passer. Parce que les vaches, ça leur intéresse même pas les trains. Ils sont fous, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de brouter, ils sont dans le train. Ils sont en train de traverser le train. La Gemara, écoutez bien ce qu'est la Gemara. Elle dit, brouter en soi, c'est sûr que c'est pas perdu. Mais ça dépend où elle broute la vache. Lorsque la vache, elle broute dans la vigne, c'est pas la vache qui est perdue, c'est la vigne qui est perdue. Parce que si tu laisses la vache en train de brouter dans la vigne, elle va manger. Au début, elle mange les herbes. Après, elle dit, bon, il y a plus. Ah tiens, il y a des feuilles qui sont sympas, il y a des feuilles vertes là. Elle va commencer à manger les feuilles des vignes. Après, dire, tiens, il y a même des raisins. Il va goûter ça. Noir, il a fait ça, il a commencé à goûter après un chicot. Donc ça veut dire de quoi? Ça veut dire qu'en réalité, brouter en soi, c'est pas grave, mais ça dépend où elle broute. Parce que si elle broute dans un endroit où une vache ne doit pas vous brouter, ça veut dire qu'elle va abîmer complètement le terrain. Et maintenant qu'on a bien compris ces choses-là, on va bien comprendre la Mishnah. Excusez-moi, dans le deuxième cas, ça veut dire qu'on n'a pas l'intention de sauver la vache ou de sauver la vigne. Exactement. Lorsqu'on voit une vache qui est dans une vigne, c'est pas la vache ton problème. C'est que tu prends la vache par son collet, tu la sors. Pas parce que tu dois rendre la vache à son propriétaire, mais parce qu'elle ne doit pas être là. Parce que tu dois sauver la vigne, pas la vache. Donc ça peut être ton terrain à toi. Ça rejoint Oui, le terrain. Oui, ça revient, c'est pour ça qu'on l'a mis à côté. Ça revient, oui, mais même si c'est pas ton terrain, c'est un autre douche. Si tu vois une vache qui est en train
de brouter dans un vigne, alors toi, tu dois te dire, mais ça ne comprend pas. Bon, la vache, c'est pas grave. Parce que courir, il faut qu'elle court. On n'a pas l'obligation de rendre la vache. Non. On a obligé de la sortir on a obligé de la sortir de la vigne. Oui, mais après elle est perdue. Mais il y a pas de Non, parce qu'elle n'est pas perdue, la vache, elle n'est pas perdue. Parce que tant qu'elle est, pour être perdue, d'après Rava, il faut courir vers le désert. Même courir, c'est pas grave. Courir, c'est pas grave. Il faut courir vers le désert. Mais, par contre, si elle broute dans un endroit où elle ne doit pas brouter, ça, tu dois sauvegarder, pas la vache, mais l'endroit. Alors, Kikatanero, Abaderer, de l'Avaveda. Ce qu'on a dit qu'elle est en train de brouter, pourquoi la Mishnah dit elle est en train de brouter dans le chemin? Pourquoi pas dans le chemin? Brouter? Non! Seulement si elle broute dans le chemin, tu la touches pas. Mais si elle broute dans une vigne, tu la sors. Pas parce qu'elle est perdue, mais parce que tu ne dois pas la laisser là-bas, parce que sinon elle va tout abîmer là-bas. C'est pour ça que la Mishnah, au départ, elle a dit deux. Ce n'était pas les deux paramètres pour savoir si elle était perdue ou pas. Un paramètre, c'est par rapport à la vache, et le deuxième paramètre, c'est par rapport au champ. Donc on a dit, si elle broute dans les champs, c'est pas grave. Mais si elle broute dans la vigne, dans ce cas-là, c'est très grave. Pas par rapport à elle, par rapport au champ. Et Abaye, comment elle explique alors Abaye dit que c'est l'abdavka. Mais elle dit, moi je dis l'essentiel, c'est brouter ou courir. Mais il n'explique pas la vigne et le terrain alors. Non, il a dit que c'était un exemple parmi tant d'autres. Kikatane roa baderia de la Baveda, Aroe ben Akramim ou de la Baveda, Baveda de Karka on parle. Et maintenant, pourquoi l'autre Kaka écrit Ratsa ben Akramim ou Davaveda? C'est seulement si elle court elle court ben Akramim. Et pourquoi on dit? Parce que seulement dans ce cas où Davaveda, Aroa ben Akramim, l'Avaveda. Et l'autre on a dit que si elle broute dans les champs Veda, on parle, c'est quoi que c'est pas Veda? Elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue. Mais le champ, il est perdu. Donc on est en train de gérer ici on est en train de gérer ici une situation. On va parler de la vache, on parle de la totalité. Quand tu vois ça, tu dois gérer plusieurs dossiers. D'abord, je gère dossier vache, et après je dois gérer dossier terrain. Je dois, moi, tout gérer. Alors, des fois, je dois agir pour récupérer la vache, parce que je dois la restituer à son propriétaire. Et d'un autre côté, je dois des fois agir pour la vache pour sauver le terrain. Voilà. Des rata ben akramim, parce que lorsqu'elle court entre les kramim, qu'est-ce qui va se passer? Matkava, le roi ben akramim, le matkava. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si elle court entre les vignes, l'animal va se blesser. Et s'il va se blesser automatiquement, alors c'est pour ça qu'on dit, écoutez bien, parce qu'il faut bien comprendre, maintenant, on a dit que si elle est en train de brouter dans les vignes, c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est pas grave? C'est pas grave pour qui? Pour la vache. Pour la vache. Mais pour le terrain, c'est mort. Mais maintenant, si elle court, c'est grave. Et si elle court dans les vignes, c'est grave pour qui? Pour la vache. Pour les deux aussi. Pour les deux, mais pour la vache plutôt. Parce qu'elle est en train de courir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'égratigner. Elle va tout casser, elle va casser les choses. Plus elle va se faire mal à soi-même. Et donc si elle va se faire mal à soi-même, donc on doit aussi faire ça. Le roi Ben Akrami, ni de l'Omaskat, il faut que les Mishum Avedat Karka. Et aussi, il y a aussi la perte du terrain. Alors dans ce cas-là, tu peux partir, ça c'est fini là. Tu peux partir. Pas bon pour toi ça. Agma elle dit. Ça reste en suspens. En suspens. Agma elle dit, mais alors pourquoi il y a aussi le problème du Karka? Agma répond, on parle ici d'un vignoble qui appartient à rien qu'à un QT1. Là c'est bien, donc tu traduis facilement. Agma dit, Avedat Boufa, parce que les QT1, lorsqu'il y avait un taureau, une vache qui rentrait chez eux, il prenait un revolver et il tirait dessus. Qu'est-ce que tu fais chez moi, toi? T'as rien à faire ici. Ta vache elle est rentrée chez moi. On fait Kaddish sur la vache. La Gemara dit peut-être ils vont la tuer. Ma répond Beatra des Matrou Batarkate. Non, on parle ici des gens qui sont civilisés. D'abord ils avertissent
et après il tue. Donc on a bien compris maintenant la Mishnah, et d'après Abaye, et d'après Abba. Bravo les amis, on fait un vite. On fait au bon.